Bonjour à tous et bienvenue. Voyons ensemble les titres de ce journal. Des cliniques clandestines fermées il y a quelques jours dans la commune de Koumassi. C'est une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit de lutter contre les établissements sanitaires privés non immatriculés en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous allons également nous intéresser à la vie des ressortissants ivoiriens vivant à Istanbul en Turquie. Quelles sont les raisons de leur expatriation? Se sentent-ils intégrés dans la société turque? Ils vont se prononcer dans quelques minutes. Enfin, des tensions au sein du parti politique Nida Tounes en Tunisie. 2 chefs de file ont été élus récemment. L'État ivoirien en guerre contre les cliniques exerçant dans la clandestinité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, a effectué récemment une visite inattendue dans les quartiers du district d'Abidjan. Objectif, la fermeture des établissements sanitaires illégaux. Cette action vise également à lutter contre la mauvaise qualité de prestations offertes aux populations dans ces cliniques clandestines. Le point avec Godefroy Okambawa. Nous sommes à Koumassi, dans l'une des nombreuses cliniques clandestines que compte le district d'Abidjan. Les agents qui y travaillent ne s'attendent pas à ce qui est sur le point de leur tomber dessus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est en pleine visite, inopiné. Infirmière qui n'est pas là et qui, je dois le dire... Une visite qui lui permet de constater les conditions dans lesquelles les patients reçoivent les soins. C'est malheureux. Quand vous avez fait ce constat, vous comprenez que finalement, ce n'est pas des centres de soins, c'est plutôt des mouroirs. Dans ce pays, trop d'Ivoiriens meurent pour rien. Beaucoup de morts évitables, malheureusement, deviennent pratiquement une fatalité. Donc nous avons commencé par visiter les établissements sanitaires pour savoir si ces établissements sanitaires sont aux normes admises, si ça a été ouvert dans les conditions normales, s'il y a eu une autorisation du ministère de la Santé, et puis si ces établissements, même si c'est ouvert, exercent effectivement l'activité qu'ils doivent exercer. C'est-à-dire un infirmier ne peut pas exercer l'activité d'un médecin dans son centre de santé, comme un médecin généraliste ne peut pas exercer l'activité d'un médecin chirurgien. Les responsables de la clinique n'étant pas présents, la fermeture des lieux est immédiate. Autre décor, ce centre de soins médicaux qui propose des prestations dédiées aux cliniques. Il faut que de plus en plus, les Ivoiriens fassent très attention lorsqu'ils vont dans un établissement pour des soins. Quand vous voyez un établissement comme celui-là, vous-même vous devez vous rendre compte que cet établissement ne respecte pas les normes. Voyez-vous, donc vous êtes en danger. Les établissements publics même, nous sommes en train de les mettre aux normes pour qu'ils offrent des soins de santé de qualité. Mais comme les établissements privés également doivent être associés, il faut que ces établissements soient également aux normes. Cette série de visites s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Il s'agit pour le ministre Akaouele d'inviter les acteurs du système sanitaire à respecter les normes en matière de prise en charge et de soins de qualité en Côte d'Ivoire. Les députés ivoiriens, membres du réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabagisme, ont rencontré récemment le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele. Objectif, apporter leur soutien au gouvernement dans sa politique de lutte contre le tabagisme. À noter que la Côte d'Ivoire enregistre environ 3 millions de fumeurs contre 1 milliard dans le monde. Salimata Dia. Aux côtés du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ces députés ont dans le viseur le tabagisme. Réunis au sein du réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabagisme, ils s'engagent à sauver des vies à travers la sensibilisation des populations. Nous venons nous mettre à la disposition du ministère pour donc combattre le tabagisme dans notre pays. La Côte d'Ivoire est un pays tourné vers l'émergence, vers le développement, et cela ne peut pas se faire avec un fléau tel que le tabagisme.
Notre rôle en tant que parlementaires, toujours aux côtés des populations, c'est de mener des campagnes de proximité, c'est d'être aux côtés donc de tous les acteurs, notamment le programme de lutte contre le tabac, pour être sur le terrain, pour être partout, pour dire que la consommation du tabac est un véritable mal pour notre société. Déclaré épidémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme cause 6 millions de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur environ 3 millions de fumeurs, 22% sont des adultes, 14,6% entre 15 et 49 ans et 5% sont des femmes. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, tout soutien à la lutte que mène déjà le gouvernement est bienvenu. Le gouvernement étant dans l'année du social et recevant des parlementaires également qui viennent nous appuyer, cela veut dire que toute la Côte d'Ivoire est engagée dans le combat. Étant entendu que dans ce programme du social, le ministère de la Santé est au cœur de la préoccupation de tous. Le premier projet de loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, adopté par le gouvernement, est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale. Un tout autre sujet à présent. Ce programme veut amener les collectivités territoriales à soutenir l'enlèvement de tous les déchets électroniques et épaves de véhicules dans le district d'Abidjan et dans les autres villes de l'intérieur du pays. Le projet intitulé « Gestion écologiquement rationnelle des émissions involontaires de polluants organiques persistants » sera bientôt mis à exécution. Un séminaire s'est donc ouvert récemment dans le district d'Abidjan. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, il y a plus de 250 000 décès et 3 millions de personnes souffrant de troubles cutanés, de maladies cancérigènes et chroniques par an dans les pays en voie de développement. Ces troubles sont causés par la dioxine et le suffrane, composés chimiques contenus dans les téléviseurs à tubes cathodiques, les ordinateurs, les téléphones portables et les véhicules en fin de vie. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce phénomène en vue de trouver une solution au projet de gestion des polluants organiques persistants, projet HIPOP mis en place par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est financé à plus de 2 milliards de francs CFA par le Fonds mondial pour l'environnement. Dans toutes ces voitures qui ne sont plus utilisées, il se dégage des produits chimiques qui ne peuvent pas s'autodétruire. Donc c'est un danger permanent. De tels ateliers nous permettent de prendre conscience et d'inviter nos autorités locales à nous accompagner afin de pouvoir atténuer, supprimer ces risques-là. L'incinération incontrôlée des polluants organiques persistants POP engendre un problème de santé publique qui préoccupe également l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Un enjeu mondial aujourd'hui. Et donc la Côte d'Ivoire qui s'est inscrite notamment dans l'adaptation et la ratification d'un certain nombre de conventions concernant donc l'environnement, il est tout à fait naturel que l'ONUDI puisse donc l'accompagner dans le cadre de son mandat de développement industriel, inclusif et durable. Les collectivités locales ont été conviées à cette rencontre. Elles pourront soutenir cette action gouvernementale. Au niveau de la commune que nous gérons, nous allons prendre des dispositions pour sensibiliser déjà tous ceux qui exercent dans ce secteur-là, pour leur montrer déjà les effets nocifs que ces produits-là produisent. Le projet UPOP, prévu pour 5 ans à terme, permettra la mise en place d'un cadre législatif en la matière et l'enlèvement de 103 000 tonnes de déchets électroniques et 5 000 tonnes de déchets plastiques dans les villes. Ces objets recyclés favoriseront la création d'emplois pour la jeunesse. À présent, les activités du ministère de la Communication et des Médias. Le ministre Sidi Touré, également porte-parole du gouvernement, a lancé récemment la première étape de la voie du développement. C'était à Soubré, dans la région de la Nawa. Il s'agit d'une mission destinée à mettre en évidence les réalisations effectuées dans les différentes régions du pays, et cela dans le cadre du programme national du gouvernement 2019-2020. Les explications de Sam Conan. Le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement à Soubré, dans le cadre du renforcement d'une communication de proximité, avec comme invité les journalistes. L'étape de Soubré marque le début d'une tournée nationale, un nouveau rendez-vous trimestriel dénommé la voie du développement. Cette activité initiée pour permettre à tout un chacun de découvrir les grandes réalisations du gouvernement et leur impact au sein des communautés se veut par ailleurs un moment de communication directe avec nos concitoyens
de sorte à mieux les informer sur les sujets qui les concernent particulièrement, mais également de permettre aux ministères techniques de préciser les contours et les enjeux de leur politique sectorielle, notamment dans le cadre du programme social du gouvernement. Des panels ont été animés par des experts sur l'état des lieux et impact des politiques sectorielles dans la région de la Nawa, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, des eaux et forêts et du tourisme. On note par exemple que la construction du barrage de Soubré a eu un impact positif sur les populations. 94% des villages ont été électrifiés. Les villages délocalisés du fait de la construction de ce barrage ont été reconstruits en matériaux modernes. Des écoles qui bénéficient de nouvelles salles de classe avec logement du maître. L'encadrement des jeunes par l'ANADER en technique d'élevage. Après les panels, le porte-parole du gouvernement a invité les journalistes à voir de près le barrage de Soubré et les villages reconstruits. Il nous était important pour nous de venir ici, sur le terrain, venir constater les politiques de développement de l'État de Côte d'Ivoire sur les populations. Et donc, pour que les journalistes que vous êtes, vous puissiez en faire le meilleur écho. On comprend aisément que l'État travaille. Mais comme ce n'est pas relayé, la population ne voit pas réellement ce qui est fait. Mais aujourd'hui, à travers nos organes, à travers nos différents écrits, la population comprendra bien que l'État est à l'œuvre et travaille. Nous autres qui sommes loin des décisions, alors quand un membre du gouvernement arrive pour nous montrer ce qui se réalise dans nos régions respectives, c'est une très bonne chose. Pour marquer leur passage à Soubré, Sidi Touré et les journalistes ont planté chacun un arbre. Ils ont opté pour l'expatriation. De nombreux Ivoiriens ont décidé de relever de nouveaux défis à l'étranger et de vivre d'autres réalités. Allons donc à la rencontre de la petite communauté ivoirienne d'Istanbul en Turquie. Comment vit-elle? Se sent-elle intégrée à la société turque? Hamza Diaby. Istanbul, grande ville de Turquie, environ 22 millions d'habitants à cheval entre l'Europe et l'Asie, séparée par le détroit du Bosphore. Sa vieille ville reflète les influences culturelles de nombreux empires qui y ont régné. En témoignent ces obélisques de l'hippodrome où abondent les touristes du monde entier. À quelques encablures de là, l'emblématique musée byzantin Sainte-Sophie. Le palais de Topkapi aussi refuse presque du monde. C'était la résidence urbaine principale et officielle du sultan ottoman de 1465 à 1853. 100 mètres plus loin se dresse l'imposante mosquée bleue, la mosquée la plus connue et la plus belle de la ville, construite au début du XVIIe siècle. Ici, c'est le Grand Bazar, le plus grand bazar du monde, occupé par 4000 boutiques, lieu privilégié des visiteurs et des commerçants des 4 coins de la planète qui viennent s'y ravitailler. Le Grand Bazar, c'est un grand labyrinthe. Les non-initiés, pour s'orienter, ont parfois besoin de guides. Bilal, justement, est guide commercial. Ivoirien vivant en Turquie depuis plus de 7 ans, c'est ici qu'il gagne sa vie. Le Grand Bazar, c'est un lieu très reconnu que tout le monde, quand il vient en Turquie, quand le Grand Bazar, tu veux venir connaître puisque tu as entendu parler. Donc, quand ils arrivent, on vient, on visite. Il y a d'autres qui profitent d'acheter les bijoux. Quand on guide les clients, par jour, on prend 50 € par client, 33 000 par jour. On te guide. Quand tu rentres en Turquie, tu es sous notre protection. On te débiche quand on l'a fait. On sert d'interprète aussi, puisqu'il y a la langue aussi qui fait aussi problème ici. Des guides commerciaux au Grand Bazar, il y en a de plusieurs nationalités. Bilal et son client du jour poursuivront leurs courses jusqu'à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là qu'il ira dîner au quartier Merter Gungoren, dans un restaurant ivoirien tenu par une Ivoirienne. Arsène Akichi y est employé. Quand on vient à l'étranger, on a envie de découvrir leur repas pour connaître leur culture. Mais quand ils veulent se sentir au pays, en fait, l'endroit indiqué, c'est vraiment le restaurant Owana qui est situé à Merter. À présent, 5 petites minutes de marche et l'on arrive à Oanan, le restaurant 100% mets ivoirien. Oui. On a rencontré Hamza Diaby en ville. Oh, quelle belle surprise. Ouais, ça va bien ici. Ça va. Super.
On s'accroche. Tu es à la cuisine? Oui, je suis à la cuisine. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Oh, c'est de la loco, du poulet et de la sauce claire avec de la tchéké. Ah, d'accord. Et c'est pour qui? Des Ivoiriens uniquement? Pas forcément des Ivoiriens, des Turcs qui aiment bien la loco, de la Côte d'Ivoire, des Burkinabés, des Togolais, des Ghanéens qui viennent manger aussi au restaurant. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Depuis combien d'années Olga est ici? Je suis en Turquie, ça fait maintenant 5 ans. Je pars maintenant vers ma 6e année. D'accord. Et tu as commencé tout de suite dans la restauration quand tu es arrivé? Non, je ne suis pas commencé dans la restauration tout de suite. J'ai commencé par l'import-export. Et là, j'ai vu que les Ivoiriens, on avait déjà des difficultés pour manger. Et aussi faire connaître les mets ivoiriens à la population turque qui nous a déjà reçus. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue d'ajouter à mon activité la restauration. Donc je fais plus la promotion de la banane et la loco de chez nous, de la tchéké, poisson frit, voilà, c'est ce que je fais. D'accord. Et quel est le mets, le plat le plus apprécié ici, et par les Turcs, et par les Togolais, et par les Ivoiriens? Ce qui est apprécié par les Turcs, c'est beaucoup plus la loco. Parce que les Turcs ne connaissent pas la banane, le plantain. C'est vraiment du nouveau pour les Turcs. Donc je fais la loco, je fais la banane bouillie, je fais un peu de schiste pour attirer la clientèle, surtout turque, pour connaître un peu ce qui est la loco, les différents mets qu'on fait avec la loco. Et maintenant, pour les Africains en général, c'est la tchéké, précisément le garba, ou la tchéké, on appelle chez nous le APF. Et vous avez le temps, hein, entre l'import-export et la restauration, tout se passe bien? Oui, j'ai le temps de coordonner. Et ça aussi, j'ai appris beaucoup avec les Turcs, comment faire des activités, travailler avec ma famille, mes enfants. Donc, j'ai des collaborateurs ivoiriens qui sont là et ensemble, nous travaillons. Et combien de personnes tu emploies? Manger les plats turcs. Voilà, parfois, on a vraiment besoin de se sentir chez nous. Voilà, donc quand c'est comme ça, on regarde notre téléphone, on voit le numéro des tantis, on commence à sourire parce qu'on sait qu'on peut manger la nourriture que maman préparait. On a essayé de chercher sur Internet et en demandant aussi, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un restaurant ivoirien qui servait à cette heure-ci. Donc nous sommes juste venus pour manger comme chez nous. On est en train de manger de la sauce feuille, on a du poisson braisé, on a de la loco, on a de la tchéké, vraiment comme chez nous. Vraiment comme chez nous. Le goût y est, ça va. Pour Murat également, le goût y est. Le citoyen turc dîne à Oanan au moins 3 fois chaque semaine. Auparavant, il a déjà été en Côte d'Ivoire et quand il est parti, il a aimé la nourriture ivoirienne. Donc quand il est retourné ici, il a entendu qu'il y avait un restaurant ivoirien ici. Donc ils lui ont proposé de venir, qu'ils font très bien la nourriture. Donc c'est pourquoi il est venu manger ici ce soir. Il dit que c'est possible qu'il prenne une femme ivoirienne pour lui faire la nourriture ivoirienne. En attendant que soit réalisé ce vœu, Murat continuera de pousser la porte du restaurant Oanan, lieu de rencontre et de partage des souvenirs des Ivoiriens vivant à Istanbul. Quelle prise en charge efficace pour les sourds-muets en Afrique occidentale et en Afrique centrale? Question au centre du forum annuel du projet de formation en renforcement des capacités et en droits humains des sourds-muets. Cette rencontre s'est déroulée récemment au siège de la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes handicapées. Issa Yeo. C'est dans une ambiance décontractée que les participants ont échangé sur leur quotidien, qu'ils ont tous qualifié de très difficile à cause du manque d'encadrement et de suivi des personnes sourdes muettes. L'éducation des sourds est une difficulté. Depuis 1971, où il y a eu la première école pour sourds, il y a toujours des difficultés qu'ils rencontrent. Et l'autre difficulté, c'est que les personnes sourdes essaient par elles-mêmes d'aller à l'université, de continuer les études. Nous sollicitons auprès de l'État vraiment un soutien à l'ANASOCI. Ce projet de renforcement des capacités des sourds, dénommé WK, pour sa réalisation, a pu compter sur l'appui financier de l'Association des sourds du Danemark et l'appui technique du Ghana. L'échange d'expériences sur la formation et l'encadrement des sourds muets au Ghana a servi de modèle à tous les participants de ce forum. Tout ce que nous pouvions avoir au niveau des personnes sourdes, c'était de lutter pour leur éducation. Et que les personnes sourdes aillent à l'école, ça c'était la première des choses.
Et quand elles iront à l'école, elles vont apprendre, elles vont réussir maintenant à sensibiliser les parents, à comprendre leur handicap et à accepter leur handicap. Tout ce qui concerne le monde des personnes handicapées, c'est un seul monde. Dans l'expérience que nous avons au Danemark, nous partageons ces expériences-là pour apporter tout le soutien aussi à tous ces pays en Afrique pour pouvoir leur permettre de se développer. Le langage des signes qui demeure inconnu pour la population reste un frein à l'épanouissement des sourds muets. Mieux s'organiser pour porter leur message, tel est l'objectif des différentes associations de sourds muets de Côte d'Ivoire. Comment promouvoir les droits de la jeunesse ivoirienne? Une campagne nationale s'est ouverte récemment à l'Institut des sciences et techniques de la communication dans la commune de Cocody. C'est une initiative du secrétariat chargé des droits de l'homme en collaboration avec le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. On en parle avec Didier Nguessan. Ces jeunes sont venus nombreux pour le lancement officiel de la campagne nationale de promotion de leurs droits. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, invite les jeunes à s'approprier leurs droits à travers la Charte africaine de la jeunesse que la Côte d'Ivoire a ratifiée en 2009. De même, la juriste exhorte les jeunes à être le fer de lance de l'Ivoirien nouveau en participant pleinement au développement de la Côte d'Ivoire. Partant de son exemple, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, appelle les partis politiques au renouvellement des générations avec la promotion des jeunes au sein des instances politiques. Des messages francs renouvelés par Amadou Koné, représentant le Premier ministre. Le conseil que je pourrais donner, c'est de tout faire pour que le droit collectif, le droit des uns et des autres, donc, soit préservé, pour qu'à l'intérieur de la collectivité, vous puissiez vous épanouir. Lorsqu'on dit que vous êtes l'avenir du pays, il faut bien comprendre que le pays vous appartient et que c'est vous et personne d'autre qui auriez un jour en charge la gestion de ce pays. En réponse à ces messages, les jeunes s'engagent. On fera le nécessaire en fait pour que cette jeunesse s'approprie ses droits et qu'elle puisse également respecter ses devoirs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de droits, mais également de devoirs. Le gouvernement n'a pas à jouer et nous aussi la jeunesse n'a pas à jouer. Donc les deux côtés nous devons mettre tout en œuvre afin que la charte soit respectée. De la protection à l'intégration socio-économique en passant par l'approche culturelle, la Charte africaine de la jeunesse est un cadre juridique d'émancipation des jeunes sur le continent. La campagne nationale ouverte, les jeunes seront formés durant 2 jours sur leurs droits. Le rapport de l'inventaire des alliances interethniques en Côte d'Ivoire remis il y a quelques jours au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Ce document intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme de consolidation de la paix dans le pays, élaboré par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Serge Collet. Nous avons 4 nouvelles. Utilisées comme facteur d'unité et de cohésion sociale, les alliances interethniques peuvent grandement contribuer à préserver la paix. C'est la conviction du bureau de l'UNESCO à Abidjan. Avec le concours des experts du ministère de la Culture et de la Francophonie, une caravane a sillonné 8 localités du sud, du centre-ouest et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer à le faire. Nous avons des caravanes que nous appelons de sensibilisation, que nous allons lancer de nouveau au mois d'avril, mai, juin. Et au mois de juillet, nous allons étendre l'inventaire dans 4 nouvelles villes. Cette sensibilisation a été couronnée par un inventaire de toutes ces alliances interethniques. Nous avons un projet de mettre en place un comité national des alliances interethniques et interreligieuses pour que ce comité travaille à la promotion de ce riche patrimoine. Et c'est pour ça que nous sommes heureux et c'est pour ça que nous disons merci à l'UNESCO d'apporter cet appui à la Côte d'Ivoire à travers l'inventaire qui est fait pour que ce riche patrimoine ne meurt pas. Le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'UNESCO entendent poursuivre cette collaboration. Il s'agira de promouvoir et favoriser la mise en pratique des alliances dans la recherche de solutions pour une paix durable en Côte d'Ivoire.
Le sport pour renforcer les relations entre la police et les populations de Côte d'Ivoire. Cette activité vise également à rétablir le dialogue entre ces deux parties. Population et éléments de la police ont donc parcouru ensemble, il y a quelques jours, plus de 5 km dans la commune de Cocody. Les détails avec Godefroy Okambawa. École nationale de police. Des policiers et des populations venues de toutes les communes du district d'Abidjan en tenue de sport pour un footing dans la commune de Cocody. À leur tête, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, accompagné pour la circonstance du ministre Adama Bitogo. Après des consignes d'usage, c'est parti pour 5 km. De l'école de police, passant par la RTI, le carrefour Mermoz et le retour à la base pour des étirements dans une ambiance bon enfant. Une séance sportive qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations police et population. La police en elle-même est l'expression et l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire dans sa diversité ethnique, religieuse et géographique. Et en cela, le sport de cohésion de ce matin est effectivement le reflet de ce que vous-même êtes donc dans cette dynamique de rassembler les Ivoiriens autour d'un seul objectif, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Plus de 8000 personnes ont pris part à cette foulée sportive. Les responsables de la police nationale entendent pérenniser cette rencontre tous les premiers samedis de chaque mois. Une initiative qui participe à la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle vise également à briser les barrières entre la police nationale et les populations. La Côte d'Ivoire va abriter demain, mardi 16 avril, les championnats d'Afrique d'athlétisme des moins de 18 ans et moins de 20 ans. Cette compétition va se dérouler dans le district d'Abidjan du 16 au 20 avril prochain. Mais avant, une réunion du Conseil a eu lieu hier. Les temps forts avec Moyabi Diabaté et Aude Alébé du service sport. Plongés dans l'organisation du prochain championnat d'Afrique U18 et U20, les membres du conseil exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme se sont retrouvés afin de statuer sur les résolutions des prochaines échéances. Au terme des travaux qui se sont déroulés à huis clos, le président de l'institution africaine s'est attardé sur les différentes résolutions qui ont été adoptées. Nous avons passé en revue un certain nombre de rapports, notamment le rapport du directeur général de la Confédération, le rapport financier, évidemment la communication du président de la Confédération. Et des débats ont été ouverts sur ces différents rapports. Et nous avons approuvé les différents rapports avec les commentaires et les propositions que nous jugeons utiles. Dans 48 heures, la Côte d'Ivoire accueillera la crème de l'athlétisme juvénile composée de plus de 42 pays durant 5 jours. Une reconnaissance de la part de la Confédération. Nous avons, surtout au niveau du Conseil, exprimé notre très profonde gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir permis que la jeunesse africaine de l'athlétisme se retrouve ici à Abidjan. Nous pensons qu'à l'issue de ces manifestations, l'Afrique sortira grandie. Avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique U18 et U20, les membres de la Confédération procéderont à l'élection du président de la fêtière de l'athlétisme continental lundi prochain. La contestation se poursuit au Soudan. Après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir, les manifestants réclament maintenant un gouvernement civil. À noter également que le Conseil militaire soudanais au pouvoir a réorganisé les services de renseignement. Plus de 8 ans après la révolution, la Tunisie est à nouveau menacée par une crise politique en raison de divisions au sein du parti au pouvoir. En effet, la formation politique Nida Tounes, fondée par le président tunisien Béji Caïd Essebsi, a élu il y a quelques jours 2 chefs de file lors de 2 congrès différents. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous.